Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Culture T pour une émission tout à fait exceptionnelle consacrée aux artistes bretons. Nous allons profiter d'un lieu magique, historique, la ville de Saint-Malo. Nous sommes sur les remparts. Alors cette émission est différente des autres puisque je vais avoir une invitée fil rouge, la chanteuse Gwenyne, qui va nous parler de sa carrière, de la Bretagne. Et puis on aura plein d'autres rencontres évidemment avec Yvan Le Bolloc, Jean-Marie Apriou, artiste contemporain, et deux auteurs de bande dessinée, Jean-Claude Fournier et Jérôme Le Recullet. Mais tout de suite, on commence avec Gwenyne. Bonjour Gwenyne. Bonjour. Ça va bien? Très bien. C'est un lieu un petit peu magique, j'imagine, ici, aussi pour toi qui connais bien la Bretagne. Mais oui, Saint-Malo, c'est une ville emblématique pour nous et chargée d'histoire. Elle porte aussi notre histoire à la Bretagne et elle nous livre plein de secrets, des légendes, mais aussi des grands personnages qui ont fait, qui nous font encore rêver, comme Surcouf. Ou des pirates qui n'ont peut-être pas laissé de nom, mais c'est vrai que c'est une très très belle ville. Et puis moi ça me rappelle le Quai des Bulles, donc en plus. Voilà, un festival, hein, l'un des plus connus de la bande dessinée, et on va y revenir en quelques instants puisque tu n'es pas étrangère à la bande dessinée. Toi tu n'es pas malouine, tu es née à Rennes. Et tu as vécu à Rennes ou tu as vécu ailleurs en Bretagne? Non, j'ai vécu vraiment à Rennes jusqu'à mes 13 ans. Et ma mère a pris la décision, une décision très courageuse en fait, de reprendre la ferme de ses parents, qui était à 250 km plein ouest. Après, c'est New York. Hein. Oui, après, c'est l'océan, ouais, on traverse. C'est juste après. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on était face à la mer et on s'est retrouvés dans une ferme somptueuse avec des terres qui donnaient sur le Ménézum, une très belle montagne, non pas une colline, et puis la baie de Douarnenez. Donc, c'est vraiment un lieu aussi très, très magique, très beau. Et ma mère a repris donc la ferme à ce moment-là. Et je suis revenue faire mes études à Rennes. J'ai fait donc une licence d'histoire et puis lettres celtiques également. Alors, Gwenyne, est-ce que c'est ton prénom de naissance ou est-ce que c'est venu après? Ah non, à l'état civil, je m'appelle Gwenyne, voilà. Gwenyne Louarn. Et mon père m'a donné ce prénom. En fait, c'est vraiment mon père qui est auteur de bande dessinée. Et il m'a donné ce prénom qui est très rare, puisque je suis à peu près la seule à le porter. Et c'est d'abord pour lui une héroïne de bande dessinée, sa première héroïne. Qu'il a mis en forme, et c'est lui qui lui a donné vie dans Spirou, un magazine qui était très très lu à l'époque. C'était dans fin des années 70 et j'ai eu le plaisir de porter ce nom, ce prénom très très rare. Et j'ai été toujours charmée par l'histoire de cette petite Gwenyne qui était une petite fée de la forêt de Brocéliande et qui avait le pouvoir magique de faire la pluie et le beau temps seulement en claquant des doigts. Et ensuite, je me suis inspirée également même de cette histoire-là parce que au détour d'un chemin, dans un sentier, dans la forêt, elle trouvait des robes qu'un généreux donateur et brodeur lui avait fait, rien que pour elle, sur mesure. Et elle les trouvait accrochées aux branches. Et je me souviens que ça me faisait rêver quand j'étais petite. Je lisais ça, je me disais, oh, c'est formidable. Et aujourd'hui, totalement inconsciemment, mais dans mon parcours, aujourd'hui, un brodeur breton me fait des magnifiques robes et il vient de me réaliser ma 4e robe de scène. Gwenyne, on va se quitter quelques instants. Évidemment, on va reparler de cette Bretagne magnifique qui nous entoure. Et on va aborder un premier sujet consacré à deux auteurs de bande dessinée. Évidemment, il y a un lien avec ton prénom, avec ton papa. Ces deux auteurs, deux générations différentes. Jérôme Le Recullet, Jean-Claude Fournier. Deux monuments différents de la bande dessinée en Bretagne, mais aussi bien au-delà dans toute la France. À tout de suite. Jean-Claude Fournier, Jérôme Le Recullet, deux auteurs de bande dessinée bretons, deux barbus qui, avec un regard différent, utilisent leurs terres bretonnes pour alimenter leurs histoires en cases et en bulles. Jean-Claude Fournier est le maître des bulles en Bretagne. L'auteur de nombreux Spirou et Fantasio, de Bisous, a formé de multiples auteurs. Il n'a pas besoin de se forcer pour exprimer son attachement à la Bretagne. Rien que ma façon de penser, de parler, de m'exprimer, la façon de parler et de s'exprimer d'un breton. Avec tout ce que ça implique d'esprit celte,
je pense. Hein, mais je ne cherche pas à faire breton, ça vient naturellement. D'autre part, en bande dessinée, je n'ai pas fait énormément de bandes dessinées qui exploitent la matière Bretagne. Il y a eu Lankou de Spirou, qui est un petit peu un modèle du genre. Il y a eu mon personnage Bisu, dont toutes les aventures se passent en forêt de Brocéliande, dont certains ont dit que c'est vraiment la bande dessinée bretonne par excellence. Il y a tellement de choses qui sont étranges, qui ne sont pas ordinaires, qui sont un peu, sans parler de magie ou de choses et de fées et de lutins, mais il y a quelque chose dans l'air ici qui n'est pas habituel, qui n'est pas naturel, qui inspire, qui inspire à la pensée, la poésie, la chanson, la musique, et voilà. Jérôme Le Recullet, lui aussi, est à 100% breton, une région qui l'a toujours inspiré à travers ses mythes et légendes. On a un paysage qui inspire, c'est vrai, il y a tout un côté légende, entre la légende arthurienne, plus les farfadets, les corrigans, et puis le côté aussi maritime, donc tout ce qui est corsaire, piraterie. Donc là, c'est vrai qu'il y a un vivier pour faire, pour développer l'imagination. En habitant à Rennes, en allant assez souvent à la forêt de Pimpon, enfin à Brocéliande, donc là-bas il y a le Vassentour, enfin forcément on est sensibilisé à ce genre de légende, donc on baigne un petit peu dedans. En plus il y a le centre arthurien à Compère. Donc voilà, on a des images, on voit des belles illustrations. À l'époque, j'avais rencontré Pierre Dubois aussi, qui m'avait bien aiguillé et bien fait connaître les grands illustrateurs du 19e, comme Rackham, Dulac, ce genre de choses. Donc oui, on est déjà dans un coin qui inspire. La Bretagne compte aujourd'hui plus de 300 auteurs de bande dessinée. C'est sans nul doute une région incontournable du renouveau du 9e art. All set? Let's go. Gwenine, le chant, ça vient quand? Ça vient à quel moment? Le chant, le chant en fait, ça vient depuis toujours. Je chantais avec ma sœur il y a très longtemps. J'ai commencé même à chanter, je me souviens, pour un concours, le chant du peuple, Camp Arboble, en Bretagne. C'était à Rennes d'ailleurs, j'étais encore rennaise à l'époque. Et puis j'ai gagné un premier prix. Et ça, je me souviens que j'avais surpris tout le monde en fait, parce que je m'étais énormément appliquée et surtout j'adorais ça. Et personne ne soupçonnait ça dans la famille. J'avoue que c'est vrai que ça a mis un peu le pied à l'étrier. Puis petit à petit, j'ai appris un répertoire, chanter dans des concours, parce qu'à l'époque, c'était un petit peu ma seule façon d'être confrontée à un public déjà, et puis surtout, voilà, de partager ce bonheur-là, de chanter. Et vraiment, le grand déclic qui ensuite, moi, m'a fait paraître, je pense, au niveau du public, et puis surtout m'a donné aussi cette vocation professionnelle. C'est la rencontre avec Alain de Stivell. Une rencontre qui n'était pas du tout prévue. Et alors que j'ai chanté dans un lieu où il était et je ne savais pas. Et miracle en fait, c'est un petit miracle qui s'est passé. Ce jour-là, il était complètement charmé par ma voix. Et j'ai eu la chance, et puis l'honneur ensuite d'avoir un coup de fil de sa part pour me demander de chanter, d'enregistrer un 20e album. Alors ça a été vraiment une révélation pour moi, parce que c'était juste Dieu, la musique bretonne qui venait me voir. Et puis surtout, prêter ma voix sur 2 chansons. Je reviens juste au début, les premières chansons, c'était des chansons en breton? Tout ce que tu as appris lorsque tu étais enfant, c'était des comptines, c'était... Oui, c'était en breton. C'est vrai que moi j'étais baignée dans la langue bretonne quand j'étais petite. J'ai pas tout de suite parlé français. En fait, je comprenais pas bien en fait qu'il y avait eu 2 langues.
je comprenais tout, mais je voyais bien que quand je parlais breton à des gens qui ne parlaient que français, ils ne comprenaient pas. Donc il y a un moment, j'ai commencé à comprendre que je savais une grande langue avec plein de mots dedans, plein de structures de phrases, et qu'il y a un moment, il a fallu dissocier les deux parce qu'il y en a qui comprenaient et d'autres non. Et donc petit à petit, Pour ceux qui ne connaissent pas le breton, ce sont des langues très différentes, le breton et le français, ou est-ce qu'il y a des connexions de temps en temps? La langue bretonne est une langue celtique, la langue française une langue latine. Rien à voir. Bon, il y a bien eu des connexions, bien sûr, puisque on est en France et que la langue française s'est généralisée au XXe siècle. Les Bretons ont fait des emprunts à la langue française et vice versa. Les Français ont fait aussi baragouiner, par exemple. C'est baragouine, c'est-à-dire pain, vin, parce qu'ils voyaient plein de Bretons arriver en masse à Paris. C'était les premiers immigrés et qui demandaient dans les auberges baragouine, baragouine, enfin du pain et du vin quoi. Et donc du coup les gens disaient mais qu'est-ce que c'est que ce baragouinage là? Ils baragouinent, ils baragouinent. Voilà, donc c'est vrai que les Bretons ont eu toujours cette difficulté à se faire comprendre à cause de leur langue. Aujourd'hui les choses rentrent un petit peu dans l'ordre et on a le plaisir de voir des générations de jeunes enfants parler le breton. Gwenine, je vais encore te quitter dans cette émission, j'en suis désolé, c'est mal poli. Mais vous le savez, le concept de Culture T, c'est d'aller rencontrer des artistes de façon la plus hétéroclite possible. Et on va rencontrer maintenant un jeune artiste contemporain, Jean-Marie Apriou. Tout le monde parle de lui. Il est de Brest, il a fait ses études à Rennes et c'est à Gennevilliers qu'on l'a rencontré pour une très belle exposition. Drop it. Mon père était décorateur de théâtre, il faisait de la peinture et de la sculpture. Il avait aussi un four à céramique, donc j'ai grandi à côté d'un four en Bretagne et il m'a ouvert les portes de son atelier quand j'étais enfant et j'ai toujours l'impression d'avoir travaillé, d'avoir sculpté ou peint. Voilà. C'est surtout en fait une histoire d'une rencontre avec des matériaux. Aux Beaux-Arts, je travaillais surtout la pierre. Je faisais venir des blocs de granit dans l'école et j'ai commencé à me coltiner ce matériau qui est aussi lié à la Bretagne. Il y a eu un déclic au moment, en 4e année, on devait faire des stages ou partir à l'étranger. J'ai décidé de faire un stage avec deux artistes que j'aime beaucoup, Dewar et Jikel, qui étaient aussi des élèves, anciens élèves de l'école de Beaux-Arts de Rennes, qui avaient 10 ans de plus que moi et qui a eu le même enseignant. Et j'ai pu les rencontrer et ils m'ont beaucoup... j'ai vu comment ils pouvaient pratiquer la sculpture dans un atelier aussi, dans différents ateliers autour de Paris, en Bretagne. C'était des gens qui avaient une sorte d'engagement avec les matériaux et ça m'a donné aussi la possibilité de travailler sur des matériaux dans d'autres échelles. Et ce que je fais maintenant découle de ça. J'ai une idée au départ et c'est vraiment en fondant le métal, en cuisant la terre, que les choses aussi m'échappent et que les choses apparaissent ou des fois disparaissent parce que ça n'a pas marché. Tous les objets que j'ai produits sont passés par le feu, ont été solides, deviennent liquides, ont été gravés, et ont été coulés dans des moules. Et il y a après, pour le bronze, il y a un brossage, donc il y a quelque chose de très charnel avec ces matériaux-là. All set? Let's go. Gwenine, en 2006, premier album, Ouais. Entual. J'imagine que c'était une émotion particulière pour toi, une forme d'aboutissement ou un début? C'était un début, ouais. C'était un début. Pour moi, c'était un début. J'avais envie de poser, on va dire, les premières pierres de quelque chose
qui était pour moi dès le départ beaucoup plus fourni, plus riche. Il fallait bien commencer un jour. Et donc j'ai eu cette opportunité-là avec Cobb Braze et ils m'ont produit mon premier album. Et puis ensuite, j'avais mis le pied à l'étrier et 2 ans après, j'ai sorti M'emmène, qui veut dire matrice, la source. Ça veut dire aussi les origines. Eh ouais. C'est 3 mots qui veulent dire l'origine de quelque chose. Et pour moi, c'était une façon aussi de mettre en place des fondations d'une... Je sais pas, de quelque chose de moi qui vient de très loin et je pense que je ne suis pas si capable que ça d'en parler. Je pense qu'il suffit d'écouter les morceaux, d'écouter un petit peu ma musique pour se rendre compte un petit peu de où est-ce que je veux en venir. Je fais une musique plutôt actuelle, vraiment actuelle, si on écoute le dernier album, mais je puise mon inspiration d'abord dans nos légendes, etc., dans notre histoire, dans ma vie de femme, mais surtout musicalement, je puise cette inspiration dans nos chansons bretonnes, dans nos rythmes bretons, ceux qu'il faut danser, dans des morceaux qui existent depuis le fond des âges, des guers, complaintes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très fort chez moi et qui est aussi très important. Quel thème tu aimes aborder, toi, dans tes albums? Est-ce que tu as des thèmes de prédilection sur lesquels tu reviens ou est-ce que ça change selon les époques, tout simplement? Dans ce dernier album, je parle du roman de Tristan et Iseult, de cette légende-là, qui se passe entre la Bretagne, la petite Cornouaille anglaise, l'Irlande et l'Écosse. Et c'est vraiment une légende celtique. Et elle a bercé mon enfance. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ce roman-là, puisqu'ils ont plus ou moins été obligés de le lire à l'école. Et puis surtout, c'est un roman qui a fait le tour de l'Europe médiévale, puisque c'est un roman qui a été écrit au XIIe siècle. Enfin, on a des traces de cette histoire-là à l'époque. Et ça a été un best-seller, comme on dit. Marie de France, qui est un auteur très connu de cette époque-là, avait repris ce thème-là. Et donc ces légendes-là, pour Nolwenn Leroy, par exemple, j'ai écrit Aès, qui est donc l'histoire de la fille du roi Gradelon, la jeune fille qui habitait la cité 10. C'est encore une autre légende que j'aime bien resituer dans son histoire, mais aussi par rapport à ma vie de femme, puisque ça parle de l'histoire d'une femme. Et donc c'est ce plaisir-là que j'aime bien, que j'aime partager avec les gens. On va se quitter une dernière fois et on va parler évidemment du nouvel album et puis on va parler aussi de la scène, parce que j'imagine que c'est essentiel pour toi d'aller toujours et encore à la rencontre du public. Nous on va rencontrer un homme public, un breton très connu, c'est Yvan Le Bolloc, qui est très très fier de ses racines bretonnes. C'est parti. Drop it. Mon esprit est façonné par les gens que j'ai pu côtoyer en Bretagne, par le fait que j'étais à l'école là-bas, par le fait que j'ai de la famille, que je suis allé en mer avec des Bretons, beaucoup. Donc, c'était quoi la question? Je connais pas de Bretons qui ne sont pas quelque part un peu fiers d'être armoricains. C'est très rare. Il y a très longtemps, quand j'étais jeune journaliste, j'avais interviewé les Gypsy Kings parce qu'il n'y avait personne pour le faire ce jour-là. Et c'est là que je me suis dit, waouh, s'ils ont fait de la musique, on est dans une petite pièce comme ça, et là quand ils jouent comme ça à 1,50 m de vous,
c'est extrêmement saisissant, quoi. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait. Mais voilà, je me disais juste, c'est vraiment chouette cette musique. J'ai écouté le disque jusqu'à l'étiquette, plein de fois donc, mais jamais je me disais, enfin, que 15 ans ou 20 ans après, je montrais un groupe de rumba flamenca et puis qu'on irait faire 300 concerts et qu'on sortirait 3 albums, etc. Mais par contre, ça s'était inscrit quelque part dans mon âme, quoi. Ça avait, voilà, il y avait eu un point d'accroche qui avait été fait, quoi. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il fout ce breton avec ses gitans? On a peut-être des points communs, les Bretons et les Gitans. On est tous fiers et susceptibles. Et sinon, c'est à moi de trouver des points communs. Et pour ça, il y a un truc qui est absolument formidable et universel, ça s'appelle la musique. Et avec la musique, c'est comme l'humour, c'est un des moyens les plus rapides pour toucher l'autre. Si l'autre ne vous comprend pas ou n'est pas de la même origine que vous. La musique, c'est comme les mobylettes et les tondeuses à gazon. En fait, ça marche avec du mélange. Voilà. Donc, vous prenez des bignous, vous prenez des guitaristes, des gens qui savent chanter, et ça fait des chansons que vous pouvez retrouver. Dans le 3e album du groupe Ma Guitare s'appelle Revient, La Manoucherie Royale, disponible dans toutes les bonnes boulangeries. All set? Let's go. Wenine, le nouvel album est sorti il y a quelques semaines. BO, ça veut dire vivant en breton, c'est ça? Oui, vive. C'est BO, je le rapproche aussi à BO, bande originale. Ah oui. Mais c'est vrai que c'est un mot breton, c'est un mot celtique, c'est un irlandais, gaélique d'Irlande, d'Écosse, etc. C'est vraiment un mot en fait qu'on a en commun dans les pays celtes. Bande originale, c'est un peu la bande originale de ta vie? Oui. Oui, oui, et en langue bretonne, et en français, bien sûr, puisque je chante aussi en français, un petit peu en anglais. Finalement, les Anglais sont juste en face. Oui, ils sont pas loin. Ouais. C'est les voisins des Bretons. Parfois ennemis, parfois voisins, parfois amis. Oui, ouais, ça dépend des époques. Exactement. Mais on a l'habitude de faire avec. 4e album, qu'est-ce qui a changé depuis le début? Entre le premier album, en 2006 et aujourd'hui, dans ta façon de d'écrire, de composer, de chanter, qu'est-ce qui a changé? Tout et rien. C'est-à-dire tout parce que j'ai fait beaucoup de scènes depuis, énormément de scènes, parce que j'ai l'habitude de composer maintenant, parce que je travaille avec un musicien qui s'appelle Patrice Marzin. Et c'est vrai que le premier album, je ne l'avais pas composé avec lui. Aujourd'hui, je compose avec lui depuis le 2e album. Et rien, parce que c'est ma patte qui est là, ma griffe depuis le début, et c'est mon envie de faire de la musique, de raconter des histoires depuis le premier album. Entual, ça veut dire de l'autre côté. Et moi, quand je pense de l'autre côté, c'est de l'autre côté de la mer, au-delà de l'horizon. On dit qu'il y a une contrée mystérieuse. On dit qu'il est à l'île d'Avalon, vous savez, l'île de la jeunesse éternelle. Et c'est vers là que je tends, et c'est dans cet imaginaire-là que je me trouve aujourd'hui à écrire des histoires. Chanter, rencontrer son public fait partie de cette jeunesse éternelle? Oui, je pense que ça donne la jeunesse éternelle de chanter devant un public. C'est absolument essentiel lorsqu'on est chanteuse de pouvoir rencontrer son public, de pouvoir lui donner, de pouvoir partager avec lui. Oui, oui, je pense, enfin pour moi c'est essentiel de partager le bonheur de chanter, de donner de la voix et de raconter à travers ma musique mon histoire et mon héritage. Et c'est important l'héritage parce que vous savez en Bretagne on est empreint de matière historique, de légendes, d'histoires, de petites histoires et de grandes histoires. Et sur scène c'est tout ça que j'aime partager avec les gens.
Sur scène en Bretagne, il y a une évidence évidemment, mais lorsque tu vas ailleurs, est-ce que tu as une sorte de petit drapeau breton ou pas du tout? Je suis dans la caricature. Oh oui, mais c'est pas évident de dire oui et non. Oui, bien sûr, puisque je représente forcément la Bretagne quand je vais chanter en Allemagne par exemple ou en Espagne. Mais en même temps, je reste à ma place d'auteur, compositeur. Je suis invitée en tant qu'artiste. Ils savent que je viens de Bretagne, mais tous ne savent pas où est la Bretagne. Donc ils viennent découvrir d'abord une artiste, je pense, et puis ensuite ils découvrent la Bretagne. Je trouve que c'est plutôt cool. Bon, en tout cas, Gonine, merci infiniment. Parce qu'avec toi, sur cette spéciale breton, artiste breton, eh ben, on a eu, je pense, une des plus belles images de la Bretagne. Donc merci à toi d'avoir participé à cette émission. C'est bientôt la fin de votre émission. Pas tout à fait, il reste une tradition, c'est la rubrique Beau livre, livre d'exception, quel que soit le domaine qu'il représente. C'est parti. Dans la rubrique Beau livre cette semaine, de l'architecture au XXe siècle, des vitamines contemporaines, une monographie des frères Bouroulec, un regard acéré sur le travail du photographe René Bury et la rétrospective de 2 photographes qui brûlent les planches de la mode. Depuis une vingtaine d'années, Ronan et Erwan Bouroulec affolent le monde du design avec des collaborations avec des marques prestigieuses comme Cartel, Créo, Capellini ou encore Ligne Rosset. Cette monographie très riche en images et en entretien nous rappelle combien ces 2 Bretons savent créer et bousculer les codes. Ne vous arrêtez pas. Vitamine revient 8 ans après un premier volume. Cette référence mondiale de l'art contemporain aux éditions Phaidon jette un regard précis sur ce qu'est l'art contemporain aujourd'hui. 115 artistes y sont présentés à travers un éventail très large de tendances qui vous permettront de mieux appréhender un univers parfois lointain, hautain, quasi intouchable et qui pourtant peut apporter beaucoup. L'architecture mondiale du XXe siècle, c'est un peu la bible des constructions sorties du cerveau de l'Homo sapiens. 750 chefs-d'œuvre y sont présentés à travers 5500 photos, 824 pages et les commentaires de 150 spécialistes. De l'opéra de Sydney au centre Djibaou en Nouvelle-Calédonie, de l'immeuble Fuller à New York, à cette mosquée au Mali, redécouvrez ces bâtiments de notre quotidien, de notre monde, du génie humain. René Bury est un photographe suisse qui depuis plus de 50 ans nous conte la vie de notre planète, dans ce qu'elle a de plus terrible et de plus enthousiasmant. Il y a dans ce livre des portraits, des ambiances, le temps qui s'arrête sur ces inconnus du monde entier, sur nous-mêmes. Van Lansverde et Vinod Matadine, 2 photographes devenus des icônes de la mode. Entre culture de masse et élitisme millimétré, leur travail choque, brûle la rétine, donne envie. Des photos qui restent et en tête. Les éditions Taschen présentent ce livre rétrospective. On y retrouve leurs principaux travaux sur les 2 dernières décennies. Superbe. All set? Let's go. Cette fois, c'est bien de la fin de votre émission Culture T, consacrée aux artistes bretons. Je tenais à remercier mes 2 acolytes, Monsieur Stéphane Modène et Monsieur Paul Bouffard, pour ces très belles images de la Bretagne et des artistes bretons. Toutes les infos sur votre émission, c'est évidemment les réseaux sociaux, Facebook, Twitter avec mon profil et celui de Public Sénat. Le jeudi matin, ma chronique Coup de cœur, bande dessinée dans Métro, et le vendredi dans Télé Loisirs. Ciao et à bientôt pour d'autres aventures dans Culture T. Thank you.